Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires. Un grand merci à eux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Rebonsoir, très heureux de vous retrouver chers amis. Comme chaque semaine, on va parler d'actualité, de politique et surtout de société pour commencer. On va discuter de jeux vidéo ce soir avec un projet extraordinaire dont je voudrais vous parler, mais celui qui va en parler beaucoup mieux que moi, on va l'accueillir sur ce plateau, c'est Ludovic. Merci Ludovic d'être avec nous, bonsoir. Tu es propriétaire d'un magasin de jeux vidéo et tu possèdes, oui entre autres, et tu possèdes surtout la plus grande collection de jeux vidéo au monde. Alors, c'est une grande collection de consoles. De consoles de jeux vidéo au monde. Gros collectionneurs, c'est une collection de jeux vidéo, il y a plein de choses. Eh ben écoute, moi, ça fait super plaisir. Voilà. Et on est aussi en visio normalement avec Jérémy de la chaîne Ici Japon. Est-ce que tu m'entends Jérémy ? Il s'est réveillé. Je t'entends. Ouais, il est avec nous. Salut Jérémy, Bonjour. très content de te retrouver. Merci d'être avec nous sur le plateau de Backseat. Jérémy, tu fais partie de la chaîne Merci. Ici Japon. Quelle heure il est chez toi ? Raconte-nous un peu. T'es où exactement au Japon ? Il est 3h04 du matin. Ah, bah merci Je suis particulièrement alors. Je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Ok, d'accord. Tu es membre de la chaîne YouTube Ici Japon. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour eux ? Comment ça se passe ? Ce que je fais pour Ici Japon, Ouais. oula, c'est compliqué. Je fais beaucoup de choses. J'ai un peu de traduction, d'interprétariat. Je travaille aussi sur les boutiques. Je mets des produits en ligne. Parce qu'on a une boutique de jeux vidéo, nous aussi. Ouais. Pas mal de choses à ce niveau-là. Je suis aussi figurant, on va dire, sur la chaîne Ici Japon Corp. Et puis voilà. D'où est-ce que ça vous Il y a est un peu- venu il y a un l'idée de peu faire une tout, chaîne ? mais- C'était vraiment pour parler de la vie d'entreprise. Ok. En fait, c'est vraiment une chaîne qui est vraiment basée sur l'entreprise. On voit en fait, c'est un peu une télé-réalité entre guillemets où on voit un peu comment ça se passe dans une entreprise au Japon, quoi. Et voilà. Au départ, t'étais allé. Pourquoi t'es allé au Japon ? Au départ, c'était pas pour ça, si ? Ah, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis au Japon là. À la toute base, je faisais totalement autre chose. Ça fait depuis 2020 que je travaille pour TEV, pour Benoît. Et, Que l'on voit d'ailleurs à la base, sur les vidéos Ici Japon, c'est lui qu'on voit à l'image. C'est vraiment lui, oui, c'est vraiment la tête d'affiche qui n'était pas disponible actuellement, mais c'est vraiment lui la tête d'affiche, c'est le patron. Et moi, à la base, j'étais là pour travailler sur une application de kanji, parce que je suis un peu passionné par les kanji japonais, enfin les idéogrammes. Et, Ok. c'est comme ça que je suis arrivé chez Ici Japon. Alors, Ludovic, je reviens vers toi. Toi, tu viens de Marseille. Merci d'être venu pour Backseat. Tu es, on le disait, collectionneur du coup de consoles de jeux vidéo. Tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Bon, ça commence toujours au départ à vouloir récupérer les consoles, les jeux qu'on a eus ou qu'on n'a pas eus étant plus jeune. Et puis l'un entraînant l'autre, on continue, on achète une autre pièce, une deuxième pièce, une troisième pièce. Et voilà quoi. J'ai toujours été collectionneur dans l'âme, donc finalement quand on a commencé à acheter des jeux vidéo, des consoles, tu collectionnes parce que tu es collectionneur déjà, t'as le virus quoi. Mais oui, en plus, tu nous as dit que ça t'était déjà arrivé de revendre entièrement ta collection, puis de repartir de zéro à plusieurs reprises. Tu l'as fait plusieurs fois. On pense qu'on s'en est débarrassé et en fait ça on replonge quoi. La dernière fois que j'ai replongé, c'est au Japon, en allant au Japon en 2017. Quand j'ai commencé à faire les magasins, j'ai pas pu m'en empêcher. Quoi. Et pourquoi spécialement le jeu vidéo ? Parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai plongé avec la Game Boy, je pense. C'est vraiment la Game Boy qui m'a déclenché. Et puis, j'ai toujours travaillé là-dedans. J'ai toujours été intéressé par ce milieu-là. Quoi. Tu dois avoir un regard du coup sur le temps, sur le jeu vidéo, parce que tu collectionnes des jeux. Quel regard est-ce que parmi les vieux des collectionneurs. Ouais. Mais justement, je fais partie des vieux des collectionneurs. Des plus vieux que moi, il y en a pas. T'en parlais un peu avant l'émission. Il y a un regard qui a changé sur le jeu vidéo dans la société. Ah là, en 30 ans, ça a une sacrée évolution, effectivement. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Ouais. Il y a vraiment une évolution commerciale, une évolution de collection. Donc la collection, elle a énormément évolué ces dernières années, surtout là depuis le Covid. Il y a les trentenaires qui arrivent en force, qui se mettent à collectionner énormément. Donc les prix ont flambé, il y a eu tout un intérêt pour la culture japonaise, culture vidéoludique. Donc là, on s'en rend compte avec les prix qui explosent depuis 2-3 ans. Ça a été multiplié par 3 minimum, et voire plus pour certaines pièces. Donc là, il y a vraiment un intérêt au niveau de la collection et du jeu vidéo vintage, quoi. Jérémy, les jeux vidéo, ça fait évidemment partie intégrante de la pop culture japonaise, non ? C'est un truc dont vous avez pas mal parlé sur Ici Japon.
Ouais, ça fait un peu plus de. À la base, on parlait plus de la société japonaise, voilà, des problèmes de société ou un peu de voyage, des vidéos voyage. Et puis on a commencé à parler de jeux vidéo, ça fait un peu plus un an et demi peut-être, parce que c'est quelque chose qui nous intéressait de base. Et là, on s'est lancé dedans un peu par hasard, et c'est comme ça qu'on a réagi par rapport à l'annonce de la vente de la collection de Ludovic. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec lui peu de temps après. D'accord. C'est vraiment, oui, c'est une part complète de la culture. Enfin, pour moi en tout cas. Ludovic, tu nous disais en préparant l'interview que cet engouement, c'est aussi un truc que tu avais remarqué en allant au Japon. Toi-même, tu as un rapport particulier avec la culture japonaise ? Alors, au Japon, j'y suis allé pour la première fois en 2017. Mais bon, ça faisait 10-15 ans. Mais quand on travaille pour nous-mêmes, quand on est indépendant, on n'a pas trop le temps. Donc, j'ai tardé à aller au Japon. Mais effectivement, c'est un rapport, le Japon et le jeu vidéo, c'est quand même assez proche. Hein. À l'heure actuelle, les puissants du jeu vidéo, c'est Sony, Nintendo, et c'est japonais, quoi. De toute façon, donc, effectivement, le jeu vidéo, c'est très lié au Japon, quoi, clairement. Aujourd'hui, l'univers de ici Japon, c'est quoi ? C'est plusieurs chaînes. Tu peux nous aider à y retrouver un petit peu, Jérémy ? Alors, à la toute base, il y avait la chaîne de Benoît, ici Japon. Voilà, encore une fois, c'est des voyages, c'est sur la culture japonaise, tout ça à la base. Ensuite, il y a eu ici Japon Corp, qui était basé vraiment sur l'entreprise ici Japon. Ok. Et il y a une autre chaîne qui s'appelle TV Louis où ils font des dégustations de plats un peu à droite à gauche. C'est un peu plus léger comme contenu, mais c'est très sympa aussi. En gros. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la culture pop japonaise, qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme porte d'entrée ? Un manga, un jeu, un animé ? Alors là, c'est un mélange de tout. Hein. En général, les collectionneurs et les joueurs, ils sont sur le manga aussi. Hein. C'est tellement lié. Ils collectionnent le manga. Et pour quelqu'un qui voudrait découvrir... Parce qu'un collectionneur, c'est déjà un amateur. Ouais, mais moi, j'ai des références d'il y a 20 ans. Hein. J'ai pas mais c'est pas grave, ça peut être des très bonnes références. Moi, tout ce qui est manga actuel, j'avoue que j'ai un peu lâché. Quoi, hein. Moi, je reste sur Dragon Ball, Senseiya et Goldorak. Quoi. Donc moi, je suis l'époque Goldorak, hein, donc on remonte loin. Quoi. Jérémy, toi, de ton côté, ouais, tu voulais t'as des conseils ? C'est vraiment Dragon Ball. Bon, là, vous voyez pas, mais derrière moi, j'ai une grosse collection Dragon Ball. C'est un peu Dragon Ball qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui, donc je dirais Dragon Ball. Comment est-ce que Dragon Ball t'a mené là où t'es aujourd'hui ? C'est le premier truc que ça a découvert ? T'es vraiment devenu passionné de Dragon Ball ? Je me suis intéressé à la langue japonaise quand j'avais à peu près 8 ans, par le biais de Dragon Ball, par le biais des jeux vidéo aussi, Dragon Ball et tout ça. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. D'accord, ok. Non, mais c'est hyper impressionnant. Si on vous a invité aujourd'hui, c'est aussi parce que vous portez ensemble un projet qui s'appelle Odyssée. C'est le futur musée du jeu vidéo qui va ouvrir ses portes en 2026. On va être rejoint sur ce plateau par quelqu'un. Alors, quand on dit que sur Backseat, on essaie de réconcilier la politique, le jeu vidéo, là, il n'y a pas mieux. Un élu, en l'occurrence, conseiller municipal de la ville de Bussy-Saint-Georges. Je vous invite à applaudir Fabien. Fabien, tu viens te mettre à côté de moi, futur directeur général du projet Odyssée. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que l'un d'entre vous peut me parler un petit peu de comment ça a commencé cette histoire Alors bonjour à tous, bonjour le chat. Effectivement, Ludovic, je vais expliquer comment déjà je suis intervenu sur le projet. En fait, donc moi je suis arrivé un petit peu plus tard sur le projet puisque j'ai pris connaissance du projet comme tout le monde quand Tev l'a annoncé sur sa chaîne YouTube. Donc de mémoire, c'était le 2 février 2023. Donc en tout cas, tout début février. 16h40. J'ai plus l'heure. Alors si, du coup, chaîne ici Japon Corp, donc midi. Voilà. Voilà, moi je suis un abonné de Tev depuis longtemps. Donc je suis toutes les vidéos. Et il s'avère que sur la ville de Bussy, on était pile poil en train de créer tout un espace ludique, donc une zone d'activité ludique de 80 000 m². Et on était en train de définir un petit peu tous les espaces, tout ce qu'on voulait dedans. Alors, petite particularité à Bussy quand même, c'est qu'on est une ville de opération d'intérêt national. Tu peux rappeler où c'est pour ceux qui nous regardent depuis loin ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Bussy, c'est donc sur le RER A, juste à côté de Disney. Donc généralement, ça se situe bien. En Ile-de-France. Voilà, en Ile-de-France, donc à 3 minutes de Disney.
Donc, on était en train de créer une zone d'espace ludique. Et Bussy est une ville d'opération d'intérêt national. Ça veut dire que la ville ne possède aucun État, aucun terrain. C'est l'État qui les possède. D'accord. Et nous, on a juste pu négocier avec l'État que ce terrain-là, de 80 000 m², il serait pour de l'activité ludique. Et donc, on est en train de discuter avec le maire de ce qu'on veut mettre sur ce terrain. Et sort la vidéo de Benoît. Donc, je dis au maire, stop, il nous faut ce projet de musée ici. Est-ce que j'ai ton accord? Est-ce que je peux contacter Benoît, donc Thèves, et lui proposer un échange pour voir si on peut s'arranger? Le maire me dit oui, go, je fais confiance. Si tu me dis que c'est le projet qu'il faut, vas-y, fonce. Ok. J'envoie un mail à Benoît, mais je me dis, bon, voilà, c'est un influenceur avec 1 million d'abonnés. Le mail va forcément tomber aux oubliettes. Et bon, c'est pas grave, j'aurais tenté. Et puis tant pis, on fera autrement. Et finalement, le lendemain, Benoît me répondait. Donc c'est comme ça qu'en fait est née l'implication de la ville de Bussy pour D'accord. le musée Odyssée. Et toi, Ludovic, tu as posté une annonce sur eBay pour revendre ta collection, c'est ça? Alors moi, j'avais un peu abandonné la collection depuis 2021-22, je sais plus quand, et ça prend trop de place, pas possible de l'exposer, donc à un moment donné, il fallait prendre une décision, soit je continuais la collection, mais à entasser, ça m'intéressait pas vraiment, donc quand même le but d'une collection, c'est de la partager. Et donc je voulais un peu remuer les trucs en mettant l'annonce sur eBay, quoi. Donc j'étais pas vraiment dans l'esprit de la vendre. Hein. Soit je la vendais vraiment et je passais à autre chose, soit je déclenchais ce qui a été déclenché, exactement ce que j'espérais, quoi. Donc soit toucher un musée, soit toucher quelqu'un qui pouvait m'aider, parce que tout seul c'est infaisable. Hein. Clairement, on voit qu'il faut être accompagné, que ce soit par une mairie, que ce soit par un influenceur. Les influenceurs sont ultra importants. Moi, je découvre. Clairement, je découvre. Je savais même pas. Je regardais même pas YouTube. Donc voilà. Donc j'apprends, je découvre tout ce qui est influenceur. Ça, je connaissais même pas. Donc voilà, quoi. Et voilà. Donc j'ai mis l'annonce et Benoît m'a contacté un mois après, à peu près. Mais il y a eu j'ai eu pas mal d'articles dans les journaux, à la télé, sur le fait d'avoir posé cette annonce. Et ils ont les followers de Benoît l'ont prévenu et il m'a contacté à la suite de ça, quoi. Et Jérémy, tu es toujours avec nous. Comment est-ce que Thèves et toi, vous vous êtes retrouvés là-dedans? Raconte-nous. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a commencé à faire des jeux vidéo. On a commencé à faire des vidéos sur les jeux vidéo il y a 1 an et demi à peu près. Et quelques mois après, on a vu l'annonce sur Internet. On s'est dit, c'est marrant, ça serait bien de pouvoir sauver, de pouvoir mettre à disposition cette collection. Mais bon, on n'avait pas 1 million d'euros. On n'avait pas 1 million d'euros dans le compte en banque, donc on s'est dit, ça serait bien de le contacter. Mais on hésitait un petit peu, et il y a beaucoup de gens qui nous envoyaient des messages tout le temps. Ils disaient, il faudrait contacter le vendeur. Et au bout d'un moment, Benoît l'a contacté, et puis on a beaucoup discuté avec Ludovic, et on en est venu à réaliser ce projet de musée. Voilà. Et ce projet de musée, vous l'avez annoncé dans une vidéo. On va regarder un extrait, on en reparle juste après. C'est ça. Il y a quelques mois, je pense qu'on était en été 2022, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages sur Twitter et sur Instagram pour porter à mon attention une annonce sur eBay de quelqu'un qui vendait sa collection de consoles de jeux vidéo. Je me dis, il y a quelque chose à faire tous ensemble. Donc je me décide de contacter cette personne et j'ai réussi à le convaincre, mesdames et messieurs, de mettre sa collection à disposition pour ouvrir un musée. Ça n'existe pas de musée du jeu vidéo en France. Et donc voilà, c'est ce projet Odyssée, c'est d'ouvrir ce musée à partir de ta collection. Comment ça s'organise un projet pareil, Ludovic? Alors là, il faut savoir s'entourer, quoi, hein, clairement. Alors, ouvrir un musée de jeux vidéo, tout collectionneur espère ouvrir un musée de jeux vidéo un jour ou l'autre. Hein. Rapproche le micro de ta bouche un peu. Tout collectionneur espère faire un musée de sa collection, donc ça, c'est pas une invention. Hein. Il y a des musées qui existent dans le monde entier. Mais après, ce qui est compliqué, c'est de savoir s'entourer, d'avoir les bonnes personnes. C'est comme une création, une entreprise. Hein. Des fois, les bonnes rencontres font qu'une bonne idée explose. Et là, il y a une bonne équipe qui s'est montée. Donc, on a Bussy, on a Benoît qui est influenceur, moi qui ai la connaissance et la collection. Donc voilà, tous réunis. Bon, là, on a fini le crowdfunding. Maintenant, il faut qu'on travaille dessus. Ça va prendre du temps.
Fabien, il y a déjà eu des musées du jeu vidéo en France. Vous inspirez de quoi? Comment vous travaillez? Alors c'est vrai qu'il y a eu déjà plusieurs musées du jeu vidéo en France. Ludovic, tu aimes bien aussi parler de celui qu'il y a eu sur la Grande Arche, qui a malheureusement dû fermer après quelques jours, donc la Grande Arche de la Défense, pour des histoires de praticité, on va dire, puisqu'il y a eu beaucoup de plaintes il faut savoir que le musée a été ouvert une dizaine de jours, à peine 2 semaines. C'était entre 2010 Ouais, 2010-2012. Mais il y a eu quand même 10-15 000 visiteurs. Ouais, sur 2 semaines, il y a eu près de 15 000 visiteurs. Et en fait, comme c'était au dernier étage de la Grande Arche de la Défense, forcément, c'est pas prévu pour accueillir autant de monde. Ce qui fait que tous les locataires de bureaux ont porté plainte. Victime de son succès, donc. Exactement, et c'est pour ça qu'il a dû fermer. Oui, et puis il voulait récupérer l'emplacement, quoi. Ça les arrangeait bien, en tout cas. Il y avait plein de choses. On se doute qu'ils ont trouvé des très très bonnes raisons. Et d'accord, ok. Et après, il y a eu donc à Schiltigheim, à côté de Strasbourg, le Pixel Museum, qui lui a duré bien plus longtemps, puisqu'il est resté 3 ans, donc entre 2017 et 2020. Malheureusement, le Covid est passé par là, et le lieu n'était pas du tout adapté. Il n'était pas aux normes de sécurité qui ont été imposées à l'époque, et malheureusement, il n'avait pas le soutien de la ville ou de l'agglo, ce qui fait qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour pouvoir vraiment tout aménager, ou en tout cas trouver un autre local. Et c'est pour ça qu'il a dû fermer et maintenant réouvrir à Bruxelles. Je ne sais pas où il est exactement à Bruxelles, mais en tout cas, il est en Belgique. Donc l'idée, c'est que nous, on s'inspire de ça aussi pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et surtout, la plupart des musées du jeu vidéo, donc ceux qu'on a pu visiter, on va en visiter d'autres, aujourd'hui, c'est beaucoup entre guillemets, des vitrines avec des consoles, et point, ça s'arrête là. Donc des consoles, des jeux. Alors justement, c'est quoi le modèle? C'est quoi votre modèle idéal? Ça ressemble à quoi? Du coup, vous voulez que ça ressemble à quoi, ce musée? Alors, nous, on veut que ce soit immersif, on veut que ce soit ludique, on veut qu'en fait ce soit une expérience, que la personne qui vient, c'est un endroit culturel, elle va voir des belles consoles, c'est sympa, pour certaines même en exemplaires extrêmement limités, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut qu'elle passe un bon moment, qu'elle puisse y rester toute la journée, qu'elle puisse se dire, ok, très bien, j'ai vu toutes les consoles, à côté de ça, j'ai joué avec mes enfants ou mes parents sur telle console que j'avais jamais vue, je me suis pris en photo dans entre guillemets, des salles instagrammables avec des super décors. Voilà, il faut que ce soit une expérience globale, en fait. D'accord, ok. Ludovic, t'es venu avec des consoles de ta collection? Ah ouais, j'ai ramené 2 trucs. Ouais. Tu pourrais nous les montrer? Chercher. Ouais, vas-y, je te laisse aller les chercher. Pendant que toi, Fabien, tu continues à nous raconter, où est-ce que vous allez le mettre physiquement, ce musée? Alors, sur Bussy-Saint-Georges, on est placé à la fois sur le RER A et sur l'autoroute A4. Donc, l'autoroute A4, c'est celle qui relie Paris à Strasbourg. Ouais. C'est un des axes les plus empruntés chaque jour. Il y a plus de 500 000 véhicules qui passent. Et on a un échangeur autoroutier qui dessert directement la ville. Il y a 300 mètres entre l'échangeur autoroutier et l'entrée de ville. D'accord. Et en fait, tout le long de l'A4, au niveau de cet échangeur, on a justement cette future zone ludique de 80 000 m². Et le musée sera en plein dans cette zone-là. Donc 80 000 m², c'est la zone au sein de laquelle il y aura le musée. Tu nous parles un petit peu des consoles que tu as apportées, Ludovic? J'ai amené, il m'a demandé hier, donc j'ai fait rapide visite dans mon entrepôt. Donc j'ai ramené une vieille console d'un vieux Pong, comme on appelle un Pong, ça date de 77. D'accord. Donc là, c'est sponsorisé par Coca-Cola, c'est pour ça que j'ai amené, un peu marrante celle-là. On va voir. Hop là. Alors ça, c'est une console parmi tant d'autres. À cette époque, les Pong sortaient à profusion dans tous les pays. Donc j'ai connu quelqu'un qui en avait référencé peut-être 2000 différentes. Donc et ça se branchait sur sa télé et on jouait comme ça aussi. Prise antenne, il fallait trouver la chaîne. Oui, c'est ça, c'était la prise antenne, donc voilà. C'est incroyable. D'accord. Voilà, donc ce qui est marrant, c'est là, c'est qu'elle a été faite avec Coca-Cola. Avec Coca-Cola qui est dans le jeu vidéo depuis super longtemps. Ils ont fait une Game Gear Coca-Cola, il y a eu des consoles publicitaires Coca-Cola, il y a toujours eu plein de trucs, donc c'est assez amusant. Ok. Voilà. Et j'en ai amené une autre, alors par exemple, les Game Boy Color, tout le monde connaît Game Boy Color. Bien sûr. Mais vous avez moult versions, des versions publicitaires, des versions collector, Mario, pas Zelda en Game Boy Color. Et là, c'en est une qui est assez particulière parce que... Montre-la bien à la caméra. C'est comme ça. Donc ça, c'est une console particulière.
Alors, c'est Mirinda aux États-Unis, et ça, c'est Yedigun, c'est la version turque de cette console-là. Donc, D'accord. c'est sorti que pour la Turquie, parce que Mirinda s'appelle Yedigun là-bas. D'accord. Et voilà, donc c'est C'est incroyable. assez compliqué à choper, quoi. Voilà. Bah ouais, Il y j'imagine. a 2 versions, il y a la version Mirinda qui est aux États-Unis et la version Yedigun. Et donc des consoles comme ces deux-là, on pourra en voir énormément dans votre musée. Pour financer ce musée, vous avez lancé une campagne de financement participatif, un crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Jérémy, tu peux nous raconter? Oui. Alors, un musée, ça coûte cher. Ça coûte combien? Malheureusement, ça coûte beaucoup de millions d'euros. Malheureusement, ça se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de charges salariales, le terrain, les travaux, même même l'électricité pour conserver les consoles, parce qu'il y a comme des machines pour maintenir des températures, tout ça. Bon, après, je suis pas un spécialiste non plus dans le domaine, mais voilà, ça coûte énormément d'argent, donc on avait clairement pas les moyens de lancer un projet comme ça. Donc on a demandé l'aide de la communauté, et la communauté s'est montrée particulièrement généreuse, et on les remercie encore. Mais donc on est arrivé à un total de millions, je sais plus exactement, 2 millions 400, non. 2 269 000. Oh, oui, voilà, merci. En yens. J'avais plus le chiffre en tête. En yens, oui, ça fait des Mais milliards. c'est énormément d'argent qui a été récolté pour construire ce musée. Vous n'avez pas peur pour la pérennité du projet? On sait que le Covid a eu raison de pas mal de projets culturels comme ça, Fabien. Alors, on n'a pas peur parce que forcément, on y a quand même pas mal réfléchi. Alors, pour le coup, surtout Ludovic et Benoît en tant que chef d'entreprise, même si le musée en tant que tel sera porté par une association, leur expérience de chef d'entreprise fait qu'ils ont réfléchi à cette problématique. Okay. Donc, peut-être que Ludovic, je te laisse expliquer un petit peu. Ah oui, parce que le musée, c'est une association à but non lucratif. Hein, okay. Et à côté de ça, on va faire un mini centre commercial, un village japonais, donc avec différents commerces. Qu'on va monter nous, Benoît et moi, et puis avec d'autres partenaires qu'on est en train de sélectionner, qu'on va sélectionner, avec qui on va proposer. Donc on va essayer de faire un petit pôle pop culture, commercial pop culture, donc que ça soit les jeux vidéo, que ce soit les mangas, figurines, les produits de Benoît, les marques de Benoît aussi. D'accord. Donc on espère avoir à peu près entre 10 et 20 magasins et restaurants autour du musée. Donc tout ça, ça va permettre de pérenniser quand même le musée dans le temps, parce que ça va prendre en charge une partie des frais du musée. Et puis ça va permettre aussi de payer tout le fonctionnement, les employés et tout ça, quoi. Ok. Fabien, on a appris qu'Emmanuel Macron vous avait apporté son haut patronage. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, genre il va venir? Genre, il va venir, oui. Trop bien, non mais trop bien pour vous. C'est surtout un titre honorifique, en fait. Ouais. Ça veut dire beaucoup et pas grand-chose à la fois, entre guillemets. C'est un immense honneur, on le remercie beaucoup. C'est vraiment, en fait, un peu comme sur une carte de visite. On dit, bah voilà, le président de la République approuve le projet, il nous accorde son haut patronage, donc c'est un projet sérieux, voilà, merci de nous aider. Ça aide dans les démarches. Voilà, ça aide dans les démarches, que ce soit pour chercher des investisseurs, pour ouvrir un compte en banque, ne serait-ce que ça, pour beaucoup de choses en fait. Alors, donc c'est un coup de pouce qui nous aide, alors qui va nous aider énormément pour l'instant. Forcément, on est en plein dans les démarches, nous aussi, de création de l'asso, de plein de choses. Mais voilà, c'est surtout une grande aide. Bon, et donc dernière question, ça ouvrira quand? Alors, on ne pourra pas donner une date précise, non, forcément. Non, je me doute. Mais alors, l'objectif, c'est mi-2026. En fait, toute la livraison du pôle ludique à Bussy est prévue pour début 2026. Okay. Donc, les murs, entre guillemets. Et après, nous, on se réserve à peu près 6-7 mois de travaux, d'aménagement, sachant qu'en parallèle, là, on va déjà commencer à faire construire les décors, à agrandir encore la collection Ludovic. Mais l'idée, c'est que nous, dès qu'on a les clés, on est juste à transvaser tous les décors d'un point A à un point B, on s'installe et quelques mois après, on ouvre. Eh bien, écoute, c'est trop bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous trois. À toi aussi, Jérémy, qui était avec nous depuis le Japon. On va te laisser aller te coucher si tu veux. Il est 3h30 chez toi. Merci beaucoup à toi. Nous, on continue Backseat, chers amis. Après un petit générique, on reprend notre émission politique préférée. À tout de suite.